Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct de Bruxelles, ministre des Affaires étrangères. Vous participez avec Emmanuel Macron au sommet Union européenne, Union africaine. L'invasion est imminente en Ukraine selon les États-Unis. On a très envie de savoir si vous avez les mêmes infos, les mêmes informations. Mais d'abord, le Mali. L'officialisation hier par Emmanuel Macron de notre retrait au Mali. J'ai envie de vous poser d'abord une question un peu personnelle, Jean-Yves Le Drian. Vous êtes dans ce dossier en première ligne depuis le tout début, en 2013. À ce moment-là, vous êtes ministre de la Défense. Donc depuis 9 ans, en quelque sorte, vous suivez ce dossier. Est-ce que ce retrait, contraint et forcé, ne vous laisse pas un goût amer? Ce n'est pas uniquement un retrait, c'est une réarticulation de notre effort et de notre combat contre le terrorisme. Et je dois dire que les objectifs qui avaient été fixés par le président Hollande en 2013, à la demande des autorités maliennes, à la demande des autorités du pays concerné, les objectifs sont en passe d'être atteints, dans la mesure où le premier objectif à ce moment-là, au moment où j'étais ministre de la Défense, était d'enrayer ce mouvement des groupes terroristes qui fondaient sur Bamako pour faire du Mali, finalement, une forme de califat islamique. Ça n'a pas été possible. Ça a été enrayé. Premier objectif atteint. Deuxième objectif, il fallait endiguer les menaces de ces groupes qui se réclament et d'Al-Qaïda et de Daesh, qui sont donc très dangereux pour la sécurité des pays africains concernés, mais aussi pour notre propre sécurité, parce qu'avoir ces groupes en pleine possibilité de prendre des territoires, c'était aussi mettre un risque pour notre propre sécurité. Et puis troisièmement, il fallait faire en sorte que les forces africaines soient à même elles-mêmes d'assurer leur propre sécurité. Ces trois objectifs, ils ont été atteints. Mais là, il y a un changement d'agenda de la part d'un des pays, qui est le Mali, qui par ailleurs est au banc des autres pays africains. Il n'y a pas un seul pays africain qui aujourd'hui soutient le Mali. Le Mali, avec une junte qui a pris le pouvoir, qui a confisqué le pouvoir, qui veut confisquer ce pouvoir pour 7 ans, a changé d'agenda. Son problème majeur n'est plus la lutte contre le terrorisme. Son problème majeur, c'est de elle-même rester au pouvoir et de prendre en otage finalement le peuple malien. Et là, on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions, puisqu'il y a une forme de double rupture, une rupture politique avec les autorités maliennes, et puis aussi une rupture opérationnelle, parce que le Mali, aujourd'hui, la junte au pouvoir, met des entraves au fonctionnement opérationnel de nos forces, et donc on va continuer le combat contre le terrorisme, mais autrement. Alors, vous récusez, j'imagine, comme Emmanuel Macron l'a fait hier, le terme d'échec. Néanmoins, Jean-Yves Le Drian, pour les raisons que vous avez dites, on aurait pu rester, on ne reste pas. Donc si ça n'est pas un échec de la France, on verra, tout à l'heure on évoquera les réactions politiques à ce titre-là en pleine campagne, mais c'est quand même un échec. Et un échec de qui ? Non, je ne vois pas où est l'échec dans la mesure où les objectifs que nous sommes fixés sont atteints. Et si d'aventure il y a un échec, il est à rechercher du côté de la junte qui n'a pris aucune initiative pour renforcer l'action contre le terrorisme et qui s'est mis à dos tous ses voisins. Et donc cette junte est isolée. L'ensemble des acteurs africains, on l'a vu hier soir, avant-hier soir, lorsqu'il y a eu cette réunion autour du président Macron, à la fois des responsables africains et des responsables européens sont d'accord sur deux choses. Un, il faut poursuivre le combat contre le terrorisme. Il faut le faire un peu autrement dans la mesure où, deux, la junte ne remplit pas ses engagements et s'est retirée de l'ensemble de la convergence africaine et européenne qui existait jusqu'à présent. La junte, vous dites, on la laisse, en effet, la France quitte le Mali. L'armée malienne s'est renforcée, il y a 40 000 hommes maintenant. Est-ce qu'elle est capable, avec la junte au pouvoir, de lutter contre les terroristes ? L'armée malienne a été renforcée, réorganisée. Le problème maintenant, c'est de savoir si elle obéit à la junte et si elle est en retrait par rapport à ses combats contre le terrorisme. C'est un problème malien, ce n'est plus un problème français. Oui, mais quelle est votre appréciation ? Quel est votre diagnostic, votre pronostic, si c'est possible, sur la capacité localement à lutter contre les terroristes? Ma question, vous la connaissez, les Français se la posent. Est-ce qu'on laisse le champ libre aux terroristes maintenant, avec une armée malienne qui n'est pas capable de les affronter ?
Non, parce que les forces de ce qu'on appelle la force conjointe du Sahel sont toujours très mobilisées, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, mais aussi dans les pays du Golfe de Guinée, parce que la menace a beaucoup évolué. La menace, elle était jusqu'à présent concentrée sur le Mali. Maintenant, elle s'est malheureusement diffusée à la fois dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, la zone entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, puis maintenant, dramatiquement, dans le nord des pays du Golfe de Guinée. Donc, la proposition d'action qui a été engagée avant-hier soir et qui a été consolidée dans le communiqué qui a été publié hier, c'est bien de réarticuler notre dispositif, d'avoir une présence différente auprès des différents États africains qui souhaitent le concours de la France et des Européens pour combattre le terrorisme, et de le faire avec une nation cadre, si vous voulez, qui serait la France. C'en est fini, Jean-Yves Le Drian, de ce type d'opération militaire en Afrique, coûteuse en hommes et en budget. C'en est terminé? Est-ce qu'il y avait une forme d'utopie maintenant qu'il faut abandonner derrière soi? Il y a un combat majeur qu'il nous faut mener contre Daesh, contre Al-Qaïda. C'est celui que nous avons mené au Moyen-Orient et que continue à mener. Et on sait très bien que et Daesh et Al-Qaïda veulent faire de l'Afrique leur terrain d'action prioritaire désormais. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs le cas dans la zone dont je vous parle. Il y a d'autres secteurs africains où la menace est perceptible. Il faut donc appuyer les autorités africaines, et c'est l'Europe qui peut être en première ligne à cet égard pour combattre le terrorisme. Mais vous l'avez dit, on va faire autrement. En quelques mots, en quelque sorte, vous m'avez dit ça tout à l'heure. On n'abandonne pas la lutte contre le terrorisme, on va faire autrement. Donc, c'en est terminé de ce type d'opération, Serval puis Barkhane? C'est un fonctionnement autre parce que nous devons être davantage en appui des forces militaires africaines pour leur permettre d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. C'est ça la nouvelle donne, et c'est ça, je crois, le bon contrat qui a été passé avec les chefs d'État africains. Parmi les questions, Jean-Yves Le Drian, sommes-nous restés trop longtemps au Mali? Appréciation de François Hollande hier chez nos confrères de BFM. Si j'avais été en situation d'être président, je me serais désengagé plus tôt. On rappelle que c'est lui qui avait dit, qui avait donné le go, pour cet anglicisme, à l'opération Serval puis Barkhane. Il a raison? Oui, je crois que le président Hollande avait pris la décision courageuse de l'intervention Serval au Mali. Son appréciation sur l'évolution de la situation au Mali, je ne la partage pas totalement, parce que le premier coup d'État d'août 2020 au Mali a permis l'arrivée d'autorités civiles, le président Mdao en particulier, qui avait pris l'engagement de faire en sorte qu'un processus démocratique puisse être mis en place très rapidement. Il devait y avoir des élections là ce mois-ci, en février, et aussi de continuer le combat contre le terrorisme et d'essayer de mettre en œuvre ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui ont été signés en 2015, que le président Hollande avait soutenus et qui aujourd'hui n'ont toujours pas fait l'objet d'accords et de mise en œuvre de la part des autorités maliennes. Donc lui s'était engagé à cela, ce qui était plutôt une bonne chose. Il s'était engagé auprès des pays voisins, il s'était engagé auprès de la communauté internationale, et c'est pour éviter qu'ils mettent en œuvre ces orientations que les colonels ont fait un deuxième coup d'État sur le coup d'État. Donc je pense que c'est le moment où il faut dire non à la junte, et que l'anticiper, à mon avis, n'aurait pas été opportun. Donc c'est une appréciation que vous ne partagez pas avec François Hollande. Il a tort de dire ça en quelque sorte. Sur ce point. Sur ce point. Je partageais complètement Vous étiez engagé avec lui, évidemment, de 2013 jusqu'à la fin de son quinquennat sur ce dossier. Retrait piteux du Mali, bilan accablant, selon Jean-Luc Mélenchon. Retrait humiliant pour Marine Le Pen. Les candidats à la présidentielle sont sévères, ou il y a un peu de vrai? Moi, je trouve que M. Mélenchon ferait bien de réfléchir aux engagements forts qui ont été pris par l'opération Serval puis Barkhane,
Il s'agissait d'éviter que ce pays et ces pays ne tombent dans une forme d'État islamique territorial, une forme de califat, comme ça s'est passé à Raqqa ou à Mossoul au Moyen-Orient. C'était quand même ça l'enjeu, et nous le faisions à l'appel des autorités africaines, à l'appel des chefs d'État et de gouvernement qui souhaitaient que les forces françaises puissent les aider. Est-ce que ces commentaires sont à la hauteur de la situation? Est-ce que ces commentaires-là, politiques, sont à la hauteur de la situation? Je trouve que l'analyse de la situation devrait être moins polémique, dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est à la fois la solidité de ces États, c'est aussi la lutte contre le terrorisme qui nous a touchés nous-mêmes et qui pourrait nous toucher à partir aussi de ces pays africains. Et c'est aussi ce qui est en jeu, le soutien et le nouveau partenariat à la fois sécuritaire et économique que l'Europe veut passer avec l'Afrique pour définir avec les pays d'Afrique une nouvelle donne qui respecte les souverainetés et des Européens et des Africains. C'est ça qui est en jeu et ça ne mérite pas de commentaires polémiques. Une nouvelle donne qui respecte les souverainetés. C'est ça la feuille de route politique pour maintenant la politique étrangère d'Emmanuel Macron. L'Ukraine, c'est important qu'on en parle parce qu'on ne sait plus très bien où on en est, Jean-Yves Le Drian, ce matin. Les Américains annonçaient hier une invasion imminente. Est-ce que vous disposez d'abord des mêmes informations ? Écoutez, la situation en Ukraine, il faut garder les yeux ouverts, ne pas réagir à l'information du jour qui change avec l'information du lendemain. Parce que je vois bien qu'il y a eu des inflexions qui ont été apportées depuis quelques jours par les autorités russes. Vous y croyez, pardon, un mot. Il y avait place. Un mot, pardon. Vous y croyez? On a vu des images de trains, de matériel russe qui quittait la frontière avec l'Ukraine. Est-ce que c'est du bluff? Non, j'y viens justement. Il y avait des inflexions à la fois de la part des autorités russes disant il faut laisser la place à la diplomatie, très bien. Il y avait des inflexions de la part des autorités russes disant mais vous voyez bien, on commence à faire des retraits, pourquoi pas? Ça serait des bonnes nouvelles, mais entre les inflexions annoncées et les inflexions réalisées, il y a un pas. Moi, je préfère, au-delà des mots, les mots c'est bien, je préfère les faits, et je souhaite que nous puissions constater qu'il ne s'agit pas de rotation, mais de retrait de certaines forces qui sont annoncées régulièrement par les Russes. Mais aujourd'hui, il faut garder son sang-froid, il faut garder le sens des réalités, tout est possible. Aussi bien une intervention massive de la part des forces russes sur le territoire ukrainien qu'une discussion diplomatique que nous souhaitons depuis longtemps. Il faut donc garder, pour les Occidentaux, pour ce qui concerne ceux qui vont se retrouver ce soir et demain à Munich, les deux postures, la posture de fermeté et d'unité que nous avons toujours manifestée en disant à la Russie que si d'aventure il y avait une atteinte nouvelle à la souveraineté ukrainienne, alors les conséquences seraient massives, il y aurait des sanctions très fortes. Et puis une posture de dialogue que nous avons initiée, que le président Macron a initiée longuement et fortement, pour permettre aux sujets au pluriel qui sont sur la table d'être discutés dans des forums adaptés, que ce soit la situation de l'Ukraine, que ce soit la situation dans le Donbass, qui aujourd'hui a subi quelques modifications, puisqu'il y a eu des ruptures du cessez-le-feu hier, avec les écoles qui ont été attaquées. Bon, il faut, dans ce qu'on appelle le format Normandie, engager la discussion sur ce point. Et aujourd'hui, il semble bien que toutes les bases soient réunies pour qu'on puisse avancer. Faisons-le. Et puis aussi que l'on puisse avancer dans la question des garanties de stabilité et de sécurité en Europe. La Russie le demande, nous sommes d'accord pour discuter. Nous échangeons aujourd'hui des courriers. Hier, les autorités russes ont renvoyé un courrier au président Biden pour dire comment elles réagissaient aux propositions faites par les alliés. On ne pourra pas continuer longtemps à uniquement discuter par courrier interposé. À un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table et essayer d'engager ensemble sereinement les conditions d'une vraie sécurité. La diplomatie à fond, c'est ce qu'on entend. J'ai encore beaucoup de questions. L'hypothèse qui circule, vous allez me dire si elle est sérieuse, c'est que les Russes attendent la fin des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. L'hypothèse qui circule, est-ce qu'elle est sérieuse? C'est que les Russes attendent la fin des Jeux Olympiques de leur ami Xi Jinping pour lancer l'offensive. Ça a un sens?
Écoutez, moi je ne suis pas dans cet agenda-là, je suis devant une réalité. Il y a des forces importantes qui sont massées autour de l'Ukraine, que ce soit en Bélarus, où il y a des manœuvres qui se déroulent en ce moment, que ce soit dans l'est de l'Ukraine, que ce soit en mer Noire. Si l'ensemble de ces manœuvres-là aboutissent à ce qu'à un moment donné, elles s'arrêtent et que les forces engagées retournent chez elles, bon, à ce moment-là, les conditions sont prêtes pour qu'on puisse discuter. Mais ce n'est pas des hypothèses de calendrier, ce sont des réalités. Je vous dis aujourd'hui, tout est possible. Nous souhaitons que ce soit la voie diplomatique qui l'emporte. Tout est possible. Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe dans la tête de Poutine, Jean-Yves Le Drian, dans ce dossier? C'est à lui de savoir ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite que la Russie soit une puissance de déséquilibre qui perturbe, qui veut faire en sorte que les pays voisins soient des pays à souveraineté limitée, que son glacis soit constitué de ces pays sur lesquels la Russie exercerait une souveraineté contre leur propre souveraineté des États concernés? Ou est-ce qu'il est favorable à ce que l'on puisse discuter sur la longue durée des garanties de sécurité en Europe, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour les Européens? Nous y sommes prêts, c'est ce que lui a dit le président Macron. Jean-Yves Le Drian, il y a une semaine, Emmanuel Macron a lié l'officialisation de sa candidature à deux conditions. Dépasser le pic épidémique, ça c'est fait. Et ensuite, tourner la page d'une situation internationale éminemment à risque. Je le cite mot pour mot. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là aussi, nous y sommes? Nous sommes dans une situation à risque. Donc on ne l'a pas dépassée. Très forte. Donc ça nous sommes dans une situation, il faut le dire, nous sommes dans une situation très grave. Je lui ai dit que tout était possible. Et évidemment, il vaut mieux dans ces conditions-là, lorsqu'on parle avec le président Poutine, il vaut mieux être chef d'État en exercice plutôt que candidat. Donc c'est au président de la République d'apprécier le moment opportun pour lui-même d'annoncer ses décisions aux Français. Mais ce que vous nous dites, c'est que d'après vous, cet obstacle-là, c'est-à-dire la page tournée d'une situation internationale éminemment à risque, n'est pas encore, c'est pas encore le cas. On note quand même qu'il n'a pas de rendez-vous. Il va y avoir. Je voudrais juste vous interroger encore un tout petit peu sur la campagne présidentielle, parce que vous êtes un homme d'expérience. Vous êtes resté des dizaines d'années au Parti socialiste. Quel regard, en quelques mots, sur la campagne d'Anne Hidalgo, Jean-Yves Le Drian? Je sais que vous êtes loin de ça, mais vous êtes aussi de cœur, vous avez été de cœur très longtemps socialiste. Je n'ai pas été que de cœur, j'ai été militant du Parti socialiste pendant 44 ans. Ça fait beaucoup et je ne renie pas mes convictions initiales. Parce que je considère qu'aujourd'hui, la social-démocratie, qui a toujours été ma référence, a un peu déménagé. Car il n'y a pas que le constat de la faiblesse de la campagne d'Anne Hidalgo qu'il faut faire. Il y a aussi le fait que les voix de gauche qui, jusqu'à présent, allaient sur des candidats socialistes, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en soutien d'Emmanuel Macron. C'est mon cas, parce que je considère qu'il y a une grande partie des mesures et des réformes qui ont été engagées par Emmanuel Macron qui sont des réformes de gauche. La manière dont Emmanuel Macron traite la crise pandémique, avec la gratuité des tests, avec la gratuité des vaccins, avec le soutien aux entreprises, le soutien à l'emploi, le chômage partiel garanti, avec le plan de relance qui est fait, avec l'appel à l'Europe pour soutenir la relance en Europe, tout ça, ce sont des valeurs de gauche, ce sont des méthodes de gauche. Et je rajoute l'engagement sur la laïcité, l'engagement sur l'école, bref, moi j'y m'y retrouve. Et donc il est logique que d'autres électeurs s'y retrouvent. Et le Parti socialiste, malheureusement, comme disait ma grand-mère, il est plus près de l'enterrement que de la résurrection. Et ça n'a pas commencé qu'hier. Oui. Malheureusement pour Anne Hidalgo, elle prend finalement les restes d'une démarche qui était mortifère et qui s'est engagée au moment des frondeurs sous le quinquennat Hollande. Dernière question. Ségolène Royal qui soutient Jean-Luc Mélenchon, ça vous inspire quoi? Ségolène Royal
fait ses choix. Elle a son histoire, ce n'est pas la mienne. Elle a ses choix, ce ne sont pas les miens. Et donc, je ne vais pas commenter davantage son itinéraire. D'accord. Vous l'aménagez d'une certaine façon. Hein, il y a beaucoup de socialistes qui ont réagi de façon assez virulente hier à ce soutien de l'ancienne candidate de sa famille en 2007. Oui, mais elle a fait ses choix, et elle les assume. Oui. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Pas d'autres commentaires. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir été avec nous, l'invité depuis Bruxelles. Merci à l'équipe technique d'ailleurs qui a permis ce duplex. J'espère que vous avez bien entendu. Vous aviez l'air un peu gêné parfois, mais on a réussi à se parler, c'est l'essentiel. Merci à vous, bonne journée. Oui. Vous restez à Bruxelles pour la poursuite du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps.